Ça veut dire qu'on démarre à une fréquence, enfin, on travaille de toute façon à une fréquence fixe hein, quand on fait des problèmes d'adaptation d'impédance. Après, il peut y avoir des aspects plus ou moins large bande, mais au départ, on est sur une fréquence fixe. Donc là, on a ce tronçon lambda sur 4 qui est ici. On a inséré ce tronçon dans la ligne. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté une charge, de l'autre côté une impédance caractéristique, et ZC est différent de ZL. Ce qui veut dire que si jamais on ne fait rien, il va y avoir une onde qui va se propager de gauche à droite, une réflexion sur la charge, et une onde qui se propage de droite à gauche. Alors le principe de cette adaptation, c'est le suivant, c'est que on dispose de 2 degrés de liberté. Donc le premier, c'est la distance D à laquelle on va placer le tronçon 4 par rapport à la charge. Et cette distance D, ce qui est écrit ici, est choisie pour obtenir une impédance ramenée, une impédance dans ce plan-là, dans le premier pointillé ici. Une impédance ramenée purement réelle. Autrement dit, on va avoir une impédance qui va être équivalente à ZC plus J quelque chose. Et, non, pardon. On va avoir une impédance qui va être égale à ZL', mais sans partie imaginaire. Parce que la partie imaginaire est compensée par le déphasage qui est introduit lorsqu'on place la ligne à une distance D par rapport à la charge. Donc là, on va avoir un exponentiel J bêta D, en gros, qui va compenser la phase de la charge. Donc ici, on a une impédance qui est purement réelle. Et ensuite, étant donné qu'on a un ZC qui est différent de ZC', on choisit le ZC' de manière à ce que le ZC' moins ZC sur ZC' plus ZC soit égal à 1. Autrement dit, on annule le coefficient de réflexion au niveau de l'entrée ici. Ce qui veut dire que si jamais on choisit correctement D et ZC', on a une zone d'onde progressive ici, c'est-à-dire que tout ce qu'on émet depuis la source, ça va être absorbé par ce pointillé. Donc, il n'y a rien qui revient ici, il n'y a rien qui réfléchit. Par contre, à l'intérieur, ici, on a des adaptations. Donc là, on va avoir une onde stationnaire qui va faire des allers-retours et qui, petit à petit, va être absorbée par la charge. Donc, au bout du compte, on a réalisé ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a réalisé un transfert de puissance optimale entre la source et la charge. Donc, c'est ça le principe de l'adaptation. Et c'est ce qu'on se propose d'étudier dans le cadre de cet exercice en y allant progressivement. Donc, on vous demande, je prends l'énoncé, hein, une ligne TEM sans perte, ça tombe bien, alpha est égal à 0, c'est plus simple dans les équations. L'impédance caractéristique ZC est chargée par une résistance R. Elle est alimentée par un générateur de fréquence F et la fréquence de propagation sur la ligne est, ici c'est un V. La vitesse de propagation sur la ligne est V. On pose R est égal à AZC avec A réel est supérieur à 1. Donc R, ça traduit la désadaptation. Calculer le coefficient de réflexion ρ. Alors attention ici, le coefficient de réflexion, on le note ρ. Habituellement, on le note gamma, mais dans l'énoncé, ça s'appelle ρ. C'est même pas le coefficient de réflexion en puissance, hein, c'est le coefficient de réflexion en amplitude. Et le taux d'onde stationnaire S. Préciser l'état de la tension à la charge et la puissance dans la charge. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a définies et qu'on a vues dans le cours, en amont de ce que je vous présente aujourd'hui. Donc vous avez toutes les notions. Et ensuite, deuxième question, pour adapter la ligne, on utilise un tronçon de ligne quart d'onde. Préciser où l'on doit placer ce tronçon de ligne, sa longueur en fonction de F0 et calculer son impédance caractéristique en fonction de ZC. Donc là, je vous laisse démarrer. Hein, première question, et vous pouvez commencer à réfléchir sur la 2. On se laisse, disons, un quart d'heure, et ensuite on corrige. Ça vous convient? Par rapport à ce qu'on a vu en cours, voilà, pour se familiariser avec les notions. Mais si jamais on vous pose ça dans l'exercice, vous pouvez donner directement l'expression Alors, on peut poser le quotient de réflexion, par définition, c'est le quotient de l'onde réfléchie sur l'onde incidente. Donc, l'onde, c'est défini par une tension et un courant. Donc, on peut poser P de Z est égal à A exponentielle J bêta Z plus B exponentielle moins J bêta Z. Alors, ici, on a un sens de propagation. On n'a pas de sens de propagation, donc on va mettre le plus d'abord.
plus B exponentielle moins J bêta Z. D'accord? Donc ça, on sait que c'est le A, c'est pour l'onde incidente, ce serait le V incident, et le B, c'est pour l'onde réfléchie. I de Z, on sait ce que c'est A sur ZC, hein, puisque A, c'est une amplitude de tension. Donc A sur ZC exponentielle J bêta Z moins B sur ZC exponentielle moins J bêta Z. Et ensuite, on pose ρ est égal à tension réfléchie sur tension incidente. Ou ça pourrait être courant réfléchi sur courant incident, hein, c'est pareil. Donc, page suivante, ça nous ferait ρ qui est égal à B exponentielle moins J bêta Z sur A exponentielle J bêta Z. Donc ça, ce serait l'expression générale du coefficient de réflexion en fonction de Z. Si on est au niveau de la charge, Z est égal à 0, donc les exponentielles sont égales à 1, ce qui veut dire qu'on a tout simplement ρ qui est égal à B divisé par A. Et ensuite, dans l'énoncé, on vous dit qu'on pose AZC, donc on va essayer de faire le raisonnement avec ça. Donc la résistance au niveau de la charge, enfin plutôt la résistance de charge, R, c'est égal à V de 0, donc la tension au point 0, sur le courant au point 0. Un abscisse Z égale 0, je vous rappelle, c'est au niveau de la charge. Donc ça, c'est égal à quoi? Si jamais on prend l'expression A exponentielle J bêta Z plus B exponentielle moins J bêta Z, ça va faire un A plus B divisé par A moins B. Donc c'est un peu le même chemin que ce qu'on a fait en cours, hein. Et multiplié par ZC. Pourquoi? Parce que ZC est au dénominateur au niveau du courant. Donc quand on fait le quotient, le ZC passe au-dessus. Donc on peut écrire que R facteur de A moins B est égal à ZC facteur de A plus B. Autrement dit, R facteur de 1 moins B sur A est égal à ZC facteur de 1 plus B sur A. Et en fait, le B sur A, ben, on sait ce que c'est, hein, c'est le coefficient de ρ au niveau de la charge. Donc on peut écrire que R facteur de 1 moins ρ est égal à ZC facteur de 1 plus ρ. Autrement dit, si on inverse cette relation, on peut écrire que ρ est égal à R moins ZC sur R plus ZC. Et ça, c'est la définition que vous connaissez, hein, qu'on a donnée dans le cours et que je vous ai dit, hein, on va l'utiliser plein de fois, cette définition. Donc là, on retrouve le coefficient de réflexion en fonction de R et en fonction de l'impédance de charge. Enfin, en fonction de R et en fonction de l'impédance caractéristique. Alors, si on pose, je vais écrire en noir. Alors, si on pose R est égal à AZC, bah, cette expression va se simplifier. ρ est égal à AZC moins ZC sur AZC plus ZC. Donc, c'est égal à A moins 1 sur A plus 1. OK? Est-ce que vous avez des questions?
Donc là, c'est un peu de luxe, hein, j'ai refait toute la démonstration, donc oui, je peux remettre la diapo d'avant. Celle-ci. Évidemment, ça, on l'a déjà fait dans le cours, donc vous n'avez pas besoin de refaire la démonstration si jamais on vous pose la question d'exercice. Je dirais pas je fais ça pour m'amuser, parce que ça m'amuse que moyennement, mais voilà, ça fait un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu dans le cours. Ça va, on peut continuer? Deuxième partie de cette question, on demande de calculer le taux d'onde stationnaire. Alors, le taux d'onde stationnaire, S, par définition, c'est égal à la tension max sur la tension mine. Hein, souvenez-vous, hein, c'est l'amplitude du ventre sur l'amplitude du nœud. Je peux noter V2Z est égal à A que multiplie exponentielle J bêta Z plus B sur A exponentielle moins J bêta Z. Et je peux mettre ici le exponentiel moins J bêta Z en facteur, l'exponentielle J bêta Z en facteur, pardon. Donc V de Z est égal à A exponentielle J bêta Z, facteur de 1, plus B sur A exponentielle moins 2J bêta Z. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait dans le cours, mais avec des notations différentes. Et on pose ρ est égal à module de ρ exponentielle J. Donc on peut écrire que V de Z est égal à A exponentielle J bêta Z que multiplie 1 plus ρ. Donc attention ici, le ρ ici sans barre de complexe, c'est un complexe, hein, puisqu'on pose ρ est égal à module de ρ exponentielle J phi. Donc là, il faut faire la distinction entre le nombre complexe et le module. On l'a fait par ρ et par module de ρ. C'est pas, on est, là, vous allez me trouver un peu de cavalier avec les notations. J'assume parce que c'est pas ambigu. Hein. D'un côté, il y a ρ, de l'autre côté, il y a module de ρ. Il faut faire un petit peu attention par rapport à ça. Alors, on peut écrire que V de Z est égal à A exponentielle J bêta Z, facteur de 1 plus module de ρ exponentielle J phi. À partir de là, on peut discuter des maxima, c'est-à-dire que cette tension va être maximale quand exponentielle J phi va être égale à 1 et minimale quand exponentielle J phi va être égale à moins 1. Alors oui, il y a un truc qui ne va pas ici. Ouais, non, j'ai oublié quelque chose. Rho exponentielle J phi, j'ai oublié, ouais. Pardon, j'ai fait une erreur. Ici, on a toujours l'exponentielle moins J bêta Z. Moins 2J bêta Z. Donc ici, c'est exponentielle J phi moins 2 bêta Z. Voilà. Donc V de Z, max quand exponentielle J phi
2 bêta z est égal à 1, V2Z min, quand exponentielle j phi moins 2 bêta z est égal à moins 1. Donc on va avoir S, on va retrouver 1 plus ρ, module de ρ sur 1 moins module de ρ. Donc ça, c'est l'expression que je vous ai donnée dans le cours, enfin qu'on avait même démontré dans le cours. Donc là, c'est pareil, on peut reprendre cette expression. On n'a pas besoin de faire toute la démonstration. OK? Alors, j'ai vu qu'il y avait peut-être une question ici. Vous pouvez revenir en arrière 2 secondes. Bon, je suppose que c'est sur celle-ci. C'est bon? Ça va être 5, c'est ça. Alors, allons-y. Alors, on vous demande de préciser l'état de la tension à la charge et de la puissance dans la charge. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'état de la tension? Est-ce que la tension est maximale? Est-ce que la tension est minimale? Alors, pour ça, on va reposer l'équation de la tension. Donc, je repars de l'équation de la tension. V2Z est égal à A exponentielle J bêta Z plus B exponentielle moins J bêta Z. I de Z est égal à A sur ZC exponentielle J bêta Z. Donc là, je recopie ce que vous avez déjà copié avant, moins B sur ZC exponentielle moins J bêta Z. Donc au niveau de la charge, z égale 0. Donc au niveau de la charge, Z est égal à 0. Donc je peux écrire que V, c'est A plus B et I est égal à A moins B. Donc ça veut dire que V de 0, c'est égal à A facteur de 1 plus B sur A. Autrement dit, c'est égal à A facteur de 1 plus module de ρ. Bon, donc si on est égal au module de ρ, ça veut dire que la phase au niveau de ρ est égale à 1. Donc ici, on a une tension qui est maximale. Donc tension max au niveau de la charge. Tension max, ça veut dire qu'on a un ventre de tension. Souvenez-vous ce qu'on avait dit, si on a une tension max, ça veut dire qu'on a un courant min. Alors, effectivement, I, est égal à A facteur de 1 moins B sur A. Donc A facteur de 1 moins module de ρ. Donc on a courant min au niveau de la charge. Ça va? Maintenant, la puissance.
Alors, par définition, la puissance au niveau de la charge, c'est 1 demi de partie réelle de V que multiplie I conjugué. Alors, la puissance active, hein. D'accord, donc c'est pas, je ne sais pas si c'est écrit explicitement dans l'énoncé. Non, c'est pas écrit explicitement la puissance active, mais souvent on considère que c'est la puissance active, hein, par défaut. Donc là, on va raisonner avec la puissance active. Donc cette puissance dans la charge, c'est 1 demi de partie réelle de A carré sur ZC, facteur de 1 plus module de ρ, facteur de 1 moins module de ρ. Alors ici, le fait que ce soit, on doit prendre le conjugué du courant, mais le conjugué du courant ici, c'est égal au courant. Pourquoi? Parce que la charge est purement réelle. Le phi, le ρ exponentielle j phi est égal à 0. Et en plus, comment dire, le déphasage est nul, puisqu'on est au niveau de la charge. Donc on n'a pas de terme de phase supplémentaire. Donc comme la charge est purement réelle ici et qu'on n'a pas de terme de phase, le courant, c'est égal au conjugué du courant. Donc je n'ai pas changé de signe dans l'expression. Alors on sait que ρ est égal à R moins ZC sur R plus ZC. Donc ça fait A moins 1 sur A plus 1, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc on peut écrire la puissance au niveau de la charge. C'est égal à 1 demi de partie réelle de A carré sur ZC, facteur de A plus 1 plus A moins 1 sur A plus 1, facteur de, alors ici, mon écran commence à être trop petit, donc A plus 1 moins A plus 1 sur A plus 1. Donc là, évidemment, il y a des termes qui vont simplifier, donc les 1 ici, et puis les A de l'autre côté. Et on obtient la puissance au niveau de la charge qui est égale à A carré sur 2 ZC 4A sur A plus 1 au carré. Autrement dit, la puissance au niveau de la charge, c'est A carré sur ZC 2A sur A plus 1 au carré. Voilà la puissance au niveau de la charge. Ouais, on peut, si A égale 1, remarque, si A égale 1, charge adaptée, hein, c'est ce qu'on a si R est égal à ZC. Et dans ce cas-là, la puissance sur la charge, c'est égal à A carré sur 2ZC. Autrement dit, dans ce cas-là, on a un transfert de puissance qui est optimal, comme je vous l'avais expliqué dans le cours. Donc ça, l'équation du haut, c'est dans le cas général, l'équation du bas, c'est dans le cas où on a une charge adaptée. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. C'est pas dérangeant de garder le grand A
C'est le V incident. C'est pas, vu que c'est une valeur un peu, enfin, dans d'autres exercices, à chaque fois, on déterminait V incident. Donc, avec Oui, alors c'est vrai que, bon, je peux le noter ici, hein, A est égal à V incident. Pourquoi j'ai utilisé grand A plutôt que V incident? C'est pour simplifier les notations, tout simplement, pour simplifier les lignes de calcul. Mais effectivement, on normalement, enfin, A, il ne faut pas perdre de vue, c'est une tension, c'est la tension incidente. On peut écrire B est égal à V réfléchi. on va pas le déterminer, quoi. On le laisse comme ça. Oui, on peut laisser comme ça. De toute façon, c'est vous qui posez le. On n'a pas d'indication dans l'énoncé. Donc, les V incidents et V réfléchis, ce sont des valeurs de tension, mais ce sont des constantes dans l'équation. Donc, on peut les appeler un peu comme on veut. Bon, il faut savoir que si jamais on note V incident plutôt que. Si jamais on note A plutôt que V incident et B plutôt que V réfléchi, le coefficient de réflexion, c'est B sur A. Ok, OK? Il merci. y a d'autres questions? Donc là, c'est un petit peu je dirais, des rappels de généralité, de propagation et de réflexion quand on a une charge. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec l'adaptation de la ligne. Donc, c'est la deuxième question. Pour adapter la ligne, on utilise un tronçon de ligne quart d'onde. Préciser où l'on doit passer ce tronçon ligne, sa longueur en fonction de F0 et calculer son impédance caractéristique en fonction de R et ZC. Alors, souvenez-vous ce qu'on a dit dans le cours. Déjà, je vais y revenir. Voilà. Donc, ce qui est écrit, c'est que la distance D est choisie pour obtenir une impédance ramenée purement réelle. OK? Or, là, on vous dit que la charge est purement réelle. Donc, en fait, il faut coller le tronçon de ligne lambda sur 4 sur la charge. D'accord? Puisque le tronçon de ligne lambda sur 4, il n'introduit pas de déphasage. La charge est purement réelle. Donc, si on veut obtenir une charge purement réelle en amont du tronçon lambda sur 4, le tronçon lambda sur 4, on est au niveau de la charge. Donc, ça, c'est déjà un problème qui est résolu. Alors, je reviens à mon tableau blanc. Donc, R est purement réel. Donc, on place le tronçon lambda sur 4 au niveau de la charge. Et en fait, le tronçon lambda sur 4, il va juste faire en sorte qu'on obtienne une égalité des parties réelles, Z'C et ZC'. Z'C et ZC, pardon. Donc, on utilise un tronçon. Donc là, on a fait la première question. Sa longueur en fonction de F0 et calculer son impédance caractéristique en fonction de R et ZC. Donc, sa longueur, c'est simple. Longueur. Alors, on sait que s'il y a un tronçon lambda sur 4, donc la longueur, c'est lambda divisé par 4. Or, lambda, par définition, c'est la vitesse de propagation divisée par la fréquence. Donc, lambda, c'est V dans l'énoncé divisé par F0. Donc, la longueur du tronçon, c'est égal à V sur 4 F0. Tout simplement. Donc là, on a fait, je dirais, le plus simple. Maintenant, ce qu'on vous demande de calculer son impédance caractéristique et en fonction de R et ZC. Donc là, il faut un petit peu de réflexion. Alors, je peux peut-être vous donner une indication. Pour le calcul de l'impédance caractéristique.
Alors ici, ce n'est pas l'impédance caractéristique de la ligne, hein, ce n'est pas ZC, c'est l'impédance caractéristique du tronçon ligne. ZC', on détermine l'impédance ramenée dans le plan d'entrée et on pose Z ramené égale à ZC'. Alors ça, c'est du baratin. Non, Z ramené égale à ZC, pardon. Ça, c'est du baratin. Je vais faire un petit dessin. Ça va peut-être être plus clair. Donc ici, on a notre ligne ZC. D'accord? On a le tronçon lambda sur 4 que je vais dessiner en rouge. Alors, le mettre d'une épaisseur différente, bah, ça permet de prendre en compte le fait que c'est pas une comment dire, que c'est une impédance caractéristique qui est différente de la ligne principale. Et ici, je peux mettre hop, la charge qui est purement réelle, égale à R. Donc le tronçon lambda sur 4, il est collé contre la charge. Donc ce qu'on va calculer, nous, c'est l'impédance ramenée ici. Et si on a l'adaptation d'impédance, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui se propage le long de la ligne, bah ça va être complètement absorbé ici, donc on n'a pas de réflexion ici. Donc là, on va avoir un ρ, c'est le coefficient de réflexion, égal à 0. Donc on pose comme je disais juste avant, Z ramené est égal à ZC. Z ramené va être fonction de ZC'. Donc là, on va pouvoir établir la relation entre ZC et ZC'. OK? Donc le problème étant posé, ben, je vous laisse réfléchir maintenant là-dessus. Donc on se donne quelques minutes. Il est 9h14. On va dire 9h30. OK? Il faut un quart d'heure là-dessus. Donc ici, forcément, il y a des simplifications. 2 pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc ZC', Z ramené, pardon, en lambda sur 4, est égal à ZC', facteur de R plus J, ZC' tangente pi sur 2, sur, au dénominateur, ZC' plus J, R, tangente pi sur 2. Autrement dit, on peut mettre en facteur tangente pi sur 2 ici. Z ramené en lambda sur 4 est égal à R. Je vais essayer d'écrire un peu mieux. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc R sur tangente pi sur 2 plus J ZC' sur ZC' sur tangente pi sur 2 plus JR. J'ai oublié ZC', je le mets ici. Alors pourquoi je fais ça? Parce que tangente ZC', tangente pi sur 2, c'est sinus sur cosinus. Donc ça tend vers l'infini. Donc on va pouvoir dire que ça, c'est égal à 0. Ah, j'arrive au bout. Donc je suis obligé de revenir au début. D'effacer la première page. Donc tangente pi sur 2 tend vers l'infini. Donc on peut écrire que Z ramené
en lambda sur 4 c'est égal à ZC', je multiplie JZC' sur JR. Autrement dit, c'est égal à ZC' au carré sur R. Donc si la ligne lambda sur 4 réalise l'adaptation d'impédance, donc si l'adaptation d'impédance est réalisée, ça veut dire que Z ramené en lambda sur 4 est égal à ZC. Donc ce qui veut dire que ZC, ça va être égal à ZC' au carré sur R. Autrement dit, ZC' au carré, c'est égal à ZC que multiplie R. Autrement dit, ZC' est égal à racine de R multiplie ZC. Voilà. Donc ça, c'est la condition entre ZC' et ZC pour que l'adaptation d'impédance soit réalisée. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je suis peut-être allé un peu vite. Il y en a peut-être qui veulent que je revienne en arrière. Ouais. Je vois une hésitation aussi sur le forum. Vous pouvez juste remonter 2 slides avant. D'accord. Alors, pendant que je vous montre ça, comme ça? Ouais, voilà. Là, justement, j'ai une question. Ouais. Tangente de pi sur 2, c'est bien plus l'infini, et du coup, je vois pas comment vous avez simplifié. Attends, là, il faut que je revienne sur la diapo 20. C'était la dernière. Je n'ai pas le droit à plus de 20 diapos. Ici, j'ai R sur tangente pi sur 2. Tangente pi sur 2, ça tend vers l'infini. Donc, le terme R sur tangente pi sur 2, c'est 0. Ok, j'avais mal vu. OK. Ok, d'accord. Je reviens à la diapo, je ne sais plus combien c'était, 3, me semble-t-il. Alors, avant de continuer, j'ai fait un petit commentaire. Alors, ça peut vous sembler un peu tordu, juste un truc pour embêter les étudiants, ces adaptations en lambda sur 4. Mais en fait, vous en avez un exemple dans la vie courante. Je ne sais pas si parmi vous, comme je n'ai pas vos photos là, quand je n'ai pas vos caméras, si parmi vous, il y en a qui portent des lunettes, parce que dans les lunettes, vous avez une couche anti-reflet, enfin, suivant les options que vous prenez, mais vous pouvez avoir une couche anti-reflet. Et le principe de la couche anti-reflet, c'est une adaptation d'impédance, en fait. Pour empêcher les reflets et réflexion, c'est pareil. On a des ondes électromagnétiques. Donc ici, on est avec des ondes basse fréquence, mais les ondes optiques, ce sont des ondes électromagnétiques. Donc on met une couche qui est conçue de manière à ce que son épaisseur fasse la longueur d'onde divisée par 4 et qu'on ait une égalité des indices. Autrement dit, des indices, une égalité des impédances. C'est-à-dire qu'en basse fréquence, quand on a une désadaptation, on parle de différence d'impédance. Par contre, en optique, quand on a une désadaptation, on parle de différence d'indice. Vous avez vu la loi de Snell-Descartes, N1 sinus θ1 égale N2 sinus θ2. Donc, en fait, pour récupérer une égalité d'indice entre l'air, dont l'indice vaut 1, et le verre qui constitue vos lunettes, eh bien, on met une couche, qu'on appelle une couche anti-reflet, mais qui fonctionne sur le même principe qu'une couche en lambda sur 4. C'est-à-dire que l'épaisseur, c'est la longueur d'onde divisée par 4, et ensuite, on s'arrange pour avoir une égalité des indices, avec un indice de cette couche qui est entre l'indice de l'air et l'indice de votre verre de lunettes. Alors, on va dire que ça fonctionne à une seule fréquence, effectivement, mais le spectre optique, comme je vous l'avais dit en cours, il est assez étroit, c'est entre 400 et 700 nanomètres.
Donc, on s'arrange pour avoir des reflets qui sont minimisés sur toute cette zone de longueur d'onde. Alors, il est 43, juste, on ne va pas terminer l'exercice aujourd'hui, mais je vous fais juste la petite remarque de la partie 3 parce que c'est un peu pénible, on ne va pas le détailler, on va pas détailler le calcul. Alors, partie 3. On demande la fréquence de générateur devient F est égale à F0 plus delta F. Autrement dit, on a un petit écart autour de cette fréquence F. La ligne n'est plus adaptée. Calculer l'impédance ramenée à lambda 0 sur 4 de la charge et montrer que le TOS peut s'écrire sous la forme S égale 1 plus epsilon facteur de A moins 1 sur racine de A. Avec epsilon, c'est égal à pi sur 2 delta F sur F0. Donc, on peut le faire, mais ça fait l'objet d'un calcul qui est assez long et qui ne présente pas grand intérêt. Donc, l'objectif, c'est de poser bêta, on pose bêta lambda sur 4 est égal à 2pi F0 plus delta F que multiplie V sur 4 F0. Et ça se simplifie. Et ça va être égal à pi sur 2 plus pi sur 2 delta F sur A0. Donc, on reporte ça dans l'expression de l'impédance ramenée et on pose à un moment donné tangente pi sur 2 plus epsilon est égal à sinus pi sur 2 plus epsilon divisé par cosinus pi sur 2 plus epsilon. Et ça, c'est égal à cosinus epsilon sur moins sinus epsilon. Et c'est égal à 1 moins epsilon carré sur 2 sur moins epsilon en utilisant les développements limités. Et au bout du compte, on obtient une expression de l'impédance ramenée qui vaut ZC facteur de 1 moins J epsilon A moins 1 sur racine de A. Donc ça, c'est l'expression de l'impédance ramenée qu'on obtient si on prend en compte ce décalage de fréquence. Alors, on peut vérifier que quand epsilon est égal à 0, Z ramené est égal à ZC. Et l'expression du... On vous demande, il me semble, montrer que le TOS peut s'écrire sous la forme. Alors après, on reprend le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure pour le calcul du TOS. Et on trouve effectivement un TOS S qui se met sous la forme 1 plus epsilon facteur de A moins 1 sur racine de A. Donc vous pourrez le faire si vous voulez, à la limite on pourra le corriger la fois prochaine, mais bon, c'est pas indispensable, c'est surtout calculatoire. Au niveau physique, l'important c'est de comprendre que lorsqu'on a l'adaptation en lambda sur 4 est réalisée pour une fréquence donnée, parce que la fréquence c'est la vitesse divisée par la longueur d'onde. Donc si jamais je décale la fréquence, bah forcément ce qu'on appelle lambda sur 4, ça fait plus rigoureusement lambda sur 4. Donc, on va réintroduire une petite adaptation d'impédance. Ça revient à dire que notre ligne en lambda sur 4, elle est plus rigoureusement égale, sa longueur est plus rigoureusement égale à lambda sur 4, puisque j'ai décalé la fréquence. Et donc, le calcul du TOS, ça permet de chiffrer ce décalage de fréquence. Donc, vous voyez que le epsilon, si on considère que l'epsilon est petit, ben, au bout du compte, on va avoir un TOS qui va être à peu près égal à 1, ce qui correspond à une adaptation d'impédance. S égale à 1 si epsilon est égal à 0.
Mais pour arriver à ce résultat, il faut faire un calcul qui est assez long. Il faut calculer la nouvelle valeur d'impédance ramenée, calculer la nouvelle valeur de coefficient de réflexion et calculer la nouvelle valeur de TOS. Donc ça permet de dire que quand on désadapte un petit peu, quand on change un petit peu la fréquence, on génère une petite désadaptation parce que la ligne ne va plus être rigoureusement égale à l'ondulation. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La partie 4, c'est peut-être la partie la plus intéressante parce qu'on utilise